Bonjour à tous, bienvenue sur Postscriptum, le commentaire qui éclaire. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour notre nouvelle émission portée sur les présidentielles de 2022. Où en est-on actuellement pour être plus exact? Alors pour ce faire, nous laisserons la place à divers invités venus des différents bords politiques pour nous expliquer approximativement quel est l'état actuel des forces en puissance dans le spectre politique français, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par des forces plus centrales. Nous verrons donc aujourd'hui quel est l'état de la politique actuelle. Alors, nous aurons comme invité principal et comme intervenant surtout principal Thomas. Thomas, bonsoir. Bonsoir Adam. Voilà, donc on va débuter avec toi. On va essayer de comprendre quelques petits points rapides pour introduire ce sujet avant de donc laisser la place à divers militants qui arriveront rapidement. Je voulais savoir, Thomas, quand en sont ainsi, quelles sont les grandes forces probables aujourd'hui des prochaines élections présidentielles? Tu parles des forces probables déjà qui vont réussir à avoir les 500 signatures et à se présenter. Ce qui Exactement. déjà, à vrai dire, Qui je peut-on sais pas. attendre au premier tour des élections présidentielles? Et de qui peut-on attendre un score peut-être intéressant? Alors, pas un score intéressant, mais ils seront là. Ça va être les trotskistes du NPA et de lutte ouvrière. Peu importe leur score, ils n'ont pas loupé une élection depuis au moins 20 ans, sûrement plus d'ailleurs. Europe Écologie Les Verts, ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas là aussi. Le PS Alors, Europe sera là. Écologie Les Verts, ils ont déjà organisé une primaire là actuellement. Alors, Oui, on oui, verra ça absolument. rapidement avec notre première militante. On Mais verra ça. voilà, Mais on est chose déjà. intéressante, c'est que pour le fois, ils pourraient faire un score vraiment significatif. Jusque-là, je crois que leur Hmm. meilleur score, c'était ma mère en 2002, si je dis pas de bêtises, qui a fait 5%. Là, ils pourraient, enfin, tous les sondages les mettre à bien plus de 5%. Donc, ça pourrait être une grande première pour eux. Hmm. C'est vrai que c'est l'une des grandes forces attendues ces prochaines élections. Alors, deuxième question, parce que tu as parlé de Europe Écologie Les Verts, à droite aussi, qu'est-ce qu'on peut peut-être attendre? Mm. Alors, je vais pas dire si c'est droite-gauche, mais bon, LRM sera là d'une manière ou d'une autre. Alors, Quoique, intéressant, on va y revenir juste après. enfin, peut-être que je m'avance un petit peu d'ailleurs sur celui-là, peut-être. En tout cas, donc LR, donc il y a le congrès, Christian Jacob, le président ou secrétaire général de LR, après un vote interne, a dit qu'il y aurait donc un congrès pour décider d'un candidat en interne. Donc au moins, on le sait, il sera à la mi-décembre, je crois. Ce sera une élection en 2 tours. Et donc au moins, LR sera normalement là, après qu'ils aient décidé leur candidat. D'accord. Alors, euh, allons-y. Puisque tu as parlé de Macron, je surfe sur cette vague. Alors, est-ce que sincèrement Macron a encore une chance, malgré ce quinquennat un petit peu mouvementé? Est-ce que tu le penses, toi? Alors, ce quinquennat a été très, 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 très mouvementé. En fait, d'ailleurs, s'ils se présentent, c'est une de leur défense, c'est qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas eu le temps entre les gilets jaunes et la pandémie. Mhm. Ils vont dire qu'en fait, sur 50 mandats, ils en ont eu deux de vraiment avec une vraie marge de manœuvre. Néanmoins, est-ce qu'ils peuvent se présenter? Oui, oui. Enfin, c'est un peu bas, mais il faut avouer que tous les sondages, pour l'instant, mettent Macron premier devant tout le monde et loin Mhm. devant tout le monde. J'en ai pas vu un où Macron est à moins de 20%. Ouais. Et voilà, C'est vrai donc. que les sondages sont assez favorables. Après, Bien sûr, peut-on bien sûr. peut-on se fonder sur les sondages? C'est aussi une autre question. Exactement. En Mais effet. j'allais dire, Mais alors, le. Hmm. la question Pardon, aussi, vas-y. enfin là, on l'a bien vu, il semblerait qu'il ait déjà débuté son début de campagne. Euh, Mhm. Est-ce que concrètement, il faut attendre encore plus de la campagne La République en marche ou est-ce qu'il semblerait que ce soit à peu près la, la vision adoptée par le parti actuellement? Je C'est fais dur à dire. référence là, enfin, je veux dire, il y a eu la visite de Macron à Marseille, Hmm. il y a eu pas un congrès, mais un sorte de colloque qu'ils ont organisé avec tous les grands supporters LREM. Hmm. Est-ce que vraiment c'est ce genre de stratégie De. qui a été exactement de stratégie qui a été adoptée, ou enfin, sincèrement, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à vraiment une campagne électorale pure et dure style Macron 2017, où là, tout était dit et tout était fait pour le faire paraître comme la grande solution.
Bah, là, Macron a perdu une de ses grandes qualités, c'est la surprise. En 2017, il y avait l'effet de surprise. Je me souviens que même s'il avait annoncé sa candidature assez tôt, je crois qu'assez peu de monde l'avait vu venir. Possible que je me trompe, hein, ça remonte déjà assez loin. Mais à titre personnel, je me rappelle d'une surprise que le candidat de l'économie, oui, candidat de l'économie assez jeune, qui en plus qui n'était pas là depuis longtemps, qui sortait un peu de nulle part, se présente. Finalement, il a gagné. Mais en tout cas, là, il a perdu l'effet de surprise du je suis jeune, je suis dynamique, je vais tout révolutionner. Maintenant, j'allais dire, est-ce qu'il peut vraiment repartir à l'offensive vu son bilan actuel? C'est ça qui va être très compliqué. Euh, Mhm. Ouais, il sera peut-être plus sur la défensive qu'avant. d'accord, sur Avant, la il défensive. était. Alors, c'est intéressant ce que Hmm. tu dis, c'est parce que on y reviendra à plusieurs reprises durant notre émission sur cet aspect de la défensive que je veux peut-être mettre en avant. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi de savoir, est-ce que concrètement, à ces futures élections, les élections de 2022, est-ce qu'on peut s'attendre à plusieurs scandales ou est-ce que ce seront des élections qui concrètement seront portées par plusieurs scandales ou plutôt par plusieurs débats? Parce que j'ai l'impression que on se dirige quand même plutôt vers une élection où on va attendre beaucoup de débats à droite, à gauche, entre la droite, entre la gauche. Enfin, je veux dire, c'est l'impression que ça me donne là ces derniers temps. Je suis navré, mon cher Adam, mais là, je vais être un peu en désaccord avec toi. Ouais, Alors, même s'il va y avoir il va y avoir des débats internes, parce que, bah, par exemple, il y a eu ouais, le bien débat sûr. interne aux écolos. Il va y avoir un débat interne chez LR pour leur élection. Néanmoins, à titre personnel, j'ai l'impression que ces élections sont, comment dire, je ne vais pas dire décevantes, il ne s'est encore rien passé, mais à titre personnel, j'en attends pas grand-chose. Et tu as parlé de scandale, et à titre personnel, moi, la première chose que ça m'évoque, c'est Paris Match et Zemmour. Et qui ne dit pas que d'autres scandales ne sortiront pas. Hmm. Donc, Euh, tu penses sincèrement que, tu penses que là, enfin, en vue des élections présidentielles 2022, on doit s'attendre à plusieurs scandales qui vont éclater petit à petit dans le temps. alors, je ne suis pas dans les petits papiers, donc je ne sais pas s'il y a des scandales et s'ils sortiront, mais on peut très bien s'y attendre. D'accord. Et Les coups alors, les plus bas. dernière question, ensuite on laissera la place à notre premier invité. Mhm. En 2017, la question de l'Europe était une question quand même assez centrale. Mhm. Est-ce qu'elle l'est encore? Très bonne question, parce que on peut se demander quelle est la question centrale pour 2022. Au final, est-ce que la question centrale, c'est l'Union européenne, qui reste un sujet important malgré tout? Est-ce que l'extrême droite va réussir à tirer la mise pour elle? Est-ce que la sécurité et l'immigration vont devenir les thèmes de priorité? Est-ce que le pass sanitaire va, comment dire, va devenir un sujet avec un candidat qui en parlerait beaucoup? De la même manière qu'en 2017, on a eu Asselineau qui ne parlait que de l'Union européenne. Oui, tout à fait. Euh, c'est dur à dire. Aussi, enfin, il faudra évidemment beaucoup parler de social parce que bah, la crise sanitaire, c'est aussi une crise économique qui est passée et qui va continuer. Donc, en fait, il y a beaucoup de sujets majeurs, à vrai dire. On est bien d'accord, on a beaucoup de sujets majeurs. Et c'est vrai que cette question est quelque peu, je dirais pas oubliée, mais j'ai l'impression qu'on entend vraiment beaucoup en parler. On est beaucoup moins sur une vision, oui, ceux qui sont pour, ceux qui ne sont pas pour. Bah, je dirais qu'actuellement, alors, je ne sais pas si Asselineau est candidat, mais je sais que Philippot l'est. Alors Philippot Euh, l'est, en effet, hum, ça. mais je pense qu'il a malgré tout peu de chances d'obtenir ses 500 signatures. Je ne veux pas être pessimiste, ni je ne suis pas prophète, mais je pense qu'il a peu de chances de les avoir. Et s'il n'y a ni Asselineau ni Philippot, je crois, sans dire de bêtises, qu'aucun candidat ne sera pour une sortie de l'Union européenne. Ah, donc au final, ce n'est plus un débat. C'est un débat entre gens d'accord. D'accord. Oui. Ce qui n'est pas vraiment un débat. Bon, très bien. Alors on va laisser la place du coup à notre première invité. Bonsoir Alice. Bonsoir, Alors, tu es militante donc chez Génération S. tout à fait. Et donc, nous allons pouvoir avoir le loisir de te poser quelques petites questions sur l'état actuel donc, de la gauche en vue des présidentielles 2022. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce que le choix, sincèrement, d'une primaire pour Europe Écologie Les Verts était judicieux après les conséquences quelque peu catastrophiques qu'ont pu avoir les primaires aux élections précédentes?
Alors, c'est vrai que la comparaison, elle est intéressante parce qu'on a eu l'exercice des primaires, notamment au Parti socialiste, il y a 5 ans de ça, et ça n'avait pas Exactement. donné un résultat exactement ce qu'on attendait. On a eu évidemment Benoît Hamon qui est sorti vainqueur et un peu une trahison d'une partie de l'appareil socialiste qui a décidé de ne pas faire le choix de soutenir le candidat vainqueur et donc de trahir un peu l'engagement de la primaire pour certains se planquer pendant 6 mois et pour d'autres faire un peu objectivement campagne pour Macron, hein. C'est Mhm. effectivement un traumatisme qu'on a pu avoir à l'époque. Donc c'est vrai que la J'imagine. question peut se poser. Après, honnêtement, cette question qui était pertinente il y a 6 mois quand on se l'a posée, mais aujourd'hui, avec le recul de la primaire et la manière dont ça s'est passé, au final, je pense que c'était pas une mauvaise idée du tout. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que sur le fond, il y a beaucoup moins de divergences idéologiques profondes chez les Verts aujourd'hui qu'il y a pu y avoir des divergences au PS à l'époque, où il y avait quand même un rapport au quinquennat Hollande qui était très différent. Et c'était quand même des choses sur le fond, sur la question de la laïcité, sur la question voilà, même économique, hein, qui était quand même qui séparait radicalement Valls d'Amont à l'époque. Chez les écologistes, évidemment, il y a pu y avoir des subtilités, un rapport voilà, aux questions de radicalité un peu différentes, mais néanmoins, il y a quand même un corpus commun, un projet du pôle écologiste qui avait été travaillé par l'ensemble des partis membres de ce pôle-là, qui était finalement le truc sur lequel se retrouvaient l'ensemble des candidats et qui devait du coup, chacun en candidatant, s'engager à respecter finalement ce corpus commun. Donc il y avait de base quand même quelque chose ensemble qui était quand même beaucoup plus fort. Et je pense que c'était aussi une bonne chose pour une autre raison aussi, parce que ça a permis de mettre dans l'actualité, donc dans les médias, dans les chaînes Oui. d'infos, des sujets finalement qui sont pas tant que ça abordés traditionnellement dans les médias, ou alors sont un peu abordés vite fait et on passe rapidement à d'autres sujets qui sont beaucoup plus polémiques. Les questions écologiques, hein, les questions de l'énergie, les questions de la transition écologique, la question de la justice sociale, des choses qui ont été débattues en fait à l'occasion du coup de cette primaire et qui ont mis non seulement les sujets dans l'opinion, mais qui ont aussi permis d'avoir des débats de qualité sur ces questions-là, qui n'était quand même pas un exercice évident et qui n'était pas forcément hyper habituel à Tout à gauche. fait. Donc voilà, je pense qu'avec le recul, c'était vraiment un bon exercice et que ça a permis en fait de donner aussi aux candidats, donc en l'occurrence là, Yannick Jadot, qui n'était pas, on pourrait y revenir, mais le candidat que j'avais soutenu moi personnellement pour cette primaire, mais il donne aussi une légitimité. Alors, Euh, alors tu pointes quelque chose qui m'intéresse fortement. Euh, voilà, donc vous aviez deux candidats qui étaient, on va dire, en quelque peu favoris. oui. D'accord? Alors, Donc, ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'au départ, c'était pas cette configuration. en Ça a effet, évolué, au mais départ, voilà, c'était absolument pas ces configurations-là. On va pas revenir sur cela, mais bon, voilà, là, les deux grosses figures qu'on pouvait avoir à la fin, c'était Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. tout à fait. Et alors, selon ce qu'on a pu voir aux informations, alors évidemment, je suis pas le plus grand supporter des médias, mais il semblerait qu'il y avait quand même un petit froid. Un petit froid. Donc, tu parles de la période d'entre-deux tours ou de... Eh bien, ah ben non, une fois que Jadot a gagné, Un petit froid, tu trouves? j'ai Non, quand même en un petit froid. réalité, alors, bon, foncièrement, sur ce petit froid, c'est une réaction, enfin, c'est un peu, je trouve, malheureusement, le pendant inévitable de la primaire. C'est un peu ce qui fait le défaut de cet exercice, c'est qu'en fait, Voilà, tu on te est bien retrouves d'accord. à devoir trancher entre deux projets qui, généralement, bon, sont les plus radicaux. En l'occurrence, Jadot et Rousseau, bon, c'était quand même Plus des projets qui, chacun avaient central un marqueur, voilà, avaient et un marqueur chacun assez fort. Donc, Mhm. et l'exercice au second tour, du coup, de duel qui oppose deux candidats, force un peu chaque candidat, tu sais, à se positionner de manière un peu plus Forte, radicale par rapport à l'autre. Voilà, tout à implique fait. de se Et différencier. alors, et du coup, tu m'amènes exactement à ma troisième question. Est-ce que vraiment ce pendant de la gauche, on va dire plus modéré, et ce pendant de la gauche plus radical, même au sein propre de ELV, sont vraiment conciliables? Est-ce que les radicaux ne seront pas tentés plus par le programme d'un Jean-Luc Mélenchon que par le programme d'un Yannick Jadot? Finalement, je suis pas sûre. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'exercice de la primaire qui, en fait, oblige aussi le candidat sortant vainqueur à considérer l'ensemble de ce qu'a pu apporter ses concurrents, obligera aussi, du coup, Yannick Jadot, forcément, à intégrer dans son programme des éléments, évidemment, de ses concurrents, donc de Eric Piolle, Delphine Bateau et Sandrine Rousseau, mais de manière générale, à devoir faire preuve d'ouverture sur la ligne politique qui sera portée. C'est un peu l'avantage de l'exercice et la démarche qui est actuellement en train de se faire à l'intérieur des appareils, hein. Je ne fais pas un panorama précis, mais c'est un peu ce qui tend à se faire, c'est-à-dire à intégrer progressivement à la fois les équipes, mais aussi en fait les éléments programmatiques dans ce qui est rapporté par le candidat de l'écologie politique, à savoir Yannick Jadot. Après, évidemment, on n'a pas du tout à ce stade un programme précis qui permettrait du coup aux électeurs de se positionner. Mais je pense que c'est foncièrement, même si l'exercice de la primaire oblige à accentuer sur ces différences, je pense qu'il y a quand même un patrimoine commun
de fond qui est quand même beaucoup plus fort que ce qu'on a pu avoir dans d'autres primaires et C'est très à l'époque à intéressant. Du gauche, coup, quoi. le Postscriptum fera une émission dédiée à l'Union de la gauche, et donc j'imagine fortement que Ouais, tu seras invité. Et tout à donc, fait. j'imagine qu'à ce moment-là, on pourra totalement en débattre, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, le corpus commun aujourd'hui de la gauche, que ça aille des partis les plus radicaux de la gauche aux partis les plus centraux de la gauche. Alors, peut-être que Thomas, tu as une question? À vrai dire, oui, moi, ce serait plutôt pour une question plus générale, mais c'était par rapport aussi à la primaire. Alors, je suis d'accord, la primaire pousse comme tu dis, elle liste les deux projets les plus radicaux, c'est-à-dire donc celui de Rousseau et de Jadot en l'occurrence. Mais même, j'ai peur que que c'est même fait assez mal peut-être aux écolos, parce qu'au final, les scores étaient vraiment extrêmement proches. Enfin, on était sur 25, 24, 23, 23. Je vais devoir simplifier, mais on pourrait dire que Jadot et Delphine Bateau, voilà, je cherchais son nom, Mm. représentaient une certaine écologie de droite, même si c'est très simplifié de dire ça, tandis que Rousseau et Piolle représentaient pour leur part un côté plus radical. Et finalement, en fait, on voit que le camp écologiste c'est vraiment scindé en deux. Est-ce que tu crains pas qu'à plus long terme, ça mène peut-être à une scission dans le parti, à des Oui, désaccords qui seraient vraiment irréconciliables? Honnêtement, je pense pas. Après, bon, écologie de droite, c'est effectivement un Oui, peu bah, fort parce que, c'est un peu bon, fort comme voilà, terme, hein. un terme un peu fort parce qu'il existe, enfin, il y a des gens de droite qui se revendiquent de l'écologie, mais là, c'est clairement assumé. Il y a des écologistes centristes. D'ailleurs, on avait un qui était candidat, qui a fait le score de 2,3%, je crois. Bon, on va pas revenir sur sa candidature. Mais voilà, dans l'ensemble, quand même, je pense que l'ensemble des candidats pouvaient se reconnaître dans ce qui était le fond idéologique de la gauche. Même si, évidemment, il y a un rapport à la modération et puis à la radicalité qui était un peu différent. Je pense que ce score hyper proche, il est à la fois intéressant parce que ça montre en fait la diversité qu'il peut y avoir dans la perception de l'écologie. C'est-à-dire, il n'y a pas un consensus, il n'y a pas un monopole d'une vision de l'écologie, et qu'en fait, c'est finalement assez équitablement réparti dans les gens qui se sont inscrits à la primaire, en tout cas, et qui du coup ont fait la démarche de se dire je suis écologiste, du coup, je vais participer à cette primaire. Donc ça montre quand même une certaine pluralité. À la fois, les scores très proches, ça montre qu'il n'y a du coup pas de monopole, qu'il n'y a pas une vision Mhm. qui prédomine sur l'ensemble. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que ça pousse aussi à une forme d'humilité de chacun de ces camps, hein, de se dire en fait finalement, personne ne peut se revendiquer, incarner tout seul l'écologie. Et qu'en fait, l'écologie qu'on va construire pour la présidentielle devra intégrer des éléments de chacun de ces projets-là. Ouais, Donc clairement, c'est ça plutôt une c'est. bonne chose sur ce point. Après, Mhm. même scission, je pense pas. Honnêtement, sur le coup, on aurait pu redouter ça potentiellement, mais je pense que chacun des candidats ont été assez intelligents et respectueux du cadre de la primaire pour, entre guillemets, bah, finalement respecter les règles aussi et donc forcément s'inscrire dans une démarche collective même après une défaite. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve aussi, montre une forme de maturité de l'écologie qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vu forcément jusque-là. Et donc, ça, c'est encore une fois un élément assez cool, je trouve. Bah, clairement, là-dessus, tu as entièrement. Je pose une question là-dedans ou on est presque. Je parle de. Mais si tu as une question, vas-y. D'accord. Je vais essayer d'être assez rapide. C'est que clairement, tu as raison sur le débat interne. C'est une grande force de ELV qui a réussi à montrer par rapport, par exemple, à LFI, où on attend qu'un jour il y ait un débat en interne ou un choix du candidat. Appelez-moi, hein. Je ne sais pas si Enfin, j'aurai ça de mon vivant, mais bon, j'attends. Mais par contre, donc clairement, on peut peut-être, c'est ce qu'a dit Adam, peut-être que les candidats, ceux qui ont voté dans Sandrine Rousseau, pourraient se tourner vers un candidat plus radical, de gauche radicale. Par contre, est-ce que Jadot ne pourrait pas tenter pour la première fois une alliance avec le PS qui est vraiment en très mauvaise Eh position? ben, parfait. Voilà. Et pour la première fois de son En vrai, histoire, en sur fait, ma question, c'est parfait. ah, c'était prévu. ah bah, si je peux tout de suite donner après, c'est un point de vue très personnel hein, Bien sûr. sur ce point. Donc, je prétends pas parler au nom de qui que ce soit et encore moins de la part Et du candidat c'est écologiste. exactement Mais ce qui nous intéresse, c'est de ne pas voilà, parler au nom du parti, c'est juste ton avis personnel. mon avis personnel, en vérité, bon, je, je crois qu'il y a une émission dédiée à l'Union de la gauche, donc je vais pas Ouais, spoiler cette émission. Ouais, mince. Mais à ce stade, bon, on va être sur une configuration, je pense, hein, qui va être celle-ci. Il y aura un duel à gauche entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, en tout cas sur une partie de cette élection présidentielle, qui sont en train, et les sondages montrent cette dynamique, hein, en train de s'imposer comme un peu les deux marqueurs, évidemment avec chacun une incarnation un peu différente. Moi, je pense que Yannick Jadot ne pourra gagner que s'il est en capacité de rassembler.
Et ce rassemblement, il doit aller de partout à partout, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, ça impliquerait le Parti socialiste s'ils sont d'accord, parce qu'il n'est pas encore possible qu'ils y consentent. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça devrait effectivement impliquer le Parti socialiste. Ça devrait impliquer en fait l'ensemble de la gauche. À terme, quand un candidat se dégagera comme ayant une dynamique suffisante pour potentiellement aller au second tour de la présidentielle, il faudra impliquer tout le monde, et notamment la gauche radicale. Eh ben, Donc moi, je ne suis pas pour fermer des portes, je ne suis pas pour faire des frontières entre les postes politiques. Je pense que l'urgence est d'avoir un Éric Zemmour qui est à 16% d'intention de vote dans les sondages, donc un cas de forme de Trumpisation finalement de l'opinion aussi. Ça nous pousse aussi à une forme de maturité et d'ouverture. Et donc, ouais, en tout cas, je pense que ça a vocation effectivement à intégrer le Parti socialiste, mais pas seulement, aller au-delà et pas entre guillemets, s'enfermer dans une vision uniquement de gauche modérée, qui impliquerait uniquement cette partie-là de la gauche, mais doit s'intégrer partout. eh ben, 2 dernières petites questions, une rapide, une un peu moins rapide. Tu parlais de Trump, tu parlais de Zemmour. Est-ce que concrètement, c'est le grand ennemi actuellement, ou Macron l'est-il encore? Oh là là Oui, En quelques foncièrement, mots, hein, c'est ce que tu penses, ce que tu ressens au sein du parti, au sein de ce que tu peux entendre. moi, je pense que la tentation Zemmour, c'est vraiment ce qui nous menace le plus en ce moment en termes de civilisation, en termes national. C'est-à-dire qu'évidemment, Macron, c'est un ennemi qu'on combat depuis 5 ans. On s'attache à déconstruire complètement le modèle de société qu'il nous propose. Mais en l'état, moi, si sa question c'est celle-ci, moi, je vais être assez claire en fait, hein, entre laisser Zemmour avoir des chances de gagner Et et ne laisser rien faire, Macron. moi, je fais pas, voilà. Je ne Voilà, transige d'accord. pas. Je ne prends Ah, pas ni un bulletin blanc, ni une abstention. d'accord. Mais évidemment, je pense qu'on a encore comme tâche présidentielle d'imposer à Emmanuel Macron aussi une déconstruction de son modèle libéral qu'il nous a vendu pendant 5 ans. Et alors, dernière petite question, et ensuite on te laissera vaquer à tes occupations. Les élections de 2022, pour toi, sont-elles des élections de la rétrospective ou de la prospective? C'est les élections ou jamais, c'est en fait, hein. Concrètement, c'est celle-là ou jamais à ce stade, hein. Vraiment, quand on sait que il y a 2 ans, on disait qu'on avait 10 ans pour le dérèglement climatique, donc là, on doit avoir 8 ans devant nous, je pense, si mes Voilà, alors calculs, là, si mes on mathématiques sont sort, bonnes. on sort une émission dédiée spécialement à l'environnement et au droit de l'environnement avec un spécialiste. Donc, en effet, toutes ces questions sont très bien abordées. En effet, on se retrouve Voilà. avec des difficultés monumentales, hein, à ce moment-là. C'est ça. Et sachant que la crise sanitaire a quand même laissé la France dans un état de détresse sociale assez forte, hein. On a eu quand même une crise sociale d'ampleur pendant le mandat qui était quand même la crise des Gilets jaunes qui a échappé à toute récupération politique et syndicale. Donc c'est quand même assez inédit. Dans ce contexte, en fait, si 2022, on loupe le coche, je ne sais pas si on pourra réussir 2027, en fait. Donc moi, je le vois vraiment comme les élections qui ne sont pas celles qu'on doit squeezer, qui ne sont pas celles qu'on doit passer, entre guillemets, comme si c'était déjà fait d'avance et qu'il fallait juste passer à autre chose. Non, je pense que si celles-ci, on les loupe, on s'engage vers un drame climatique et social qu'on, je pense, n'est pas prêt d'affronter. Et alors, concrètement, est-ce que tu penses que ce qui a été, c'est-à-dire ce qu'ont été les partis, ce qu'ils ont proposé jusqu'à maintenant, aura une importance plus grande que leur vision des 5 prochaines années, où tout va se jouer sur le modèle proposé par chacun des partis durant les 5 prochaines années? À ce Est-ce stade, que tu, quand on est-ce que tu penses que concrètement, Mélenchon va être jugé, tout comme Macron, tout comme Marine Le Pen, sur ce qu'ils ont été les 5 dernières années, les 10 dernières années, ou est-ce que les électeurs vont voter pour eux ou contre eux en fonction de ce qu'ils proposent? c'est une question que je me suis pas forcément posée jusque-là, mais à t'écouter, je dirais quand même plutôt la seconde option. Ouais. Macron a quand même eu comme effet, je pense, hein, pendant 5 ans, de tuer un peu finalement le principe du parti politique. On a une crise de l'engagement qui est énorme, les partis sont vidés, ils n'ont plus d'adhérents, ils ne proposent plus rien. Enfin, pendant 5 ans, il y a eu quand même une forme de léthargie assez catastrophique, hein, de partout. Et je pense que là, ce qui va vraiment valoir, et d'ailleurs, l'orange de Zemmour est pas innocent à ça non plus, n'est pas déconnecté de ça. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas eu de passif politique, entre guillemets, mais arrive avec une vision qui est celle que je combats évidemment, mais qui, voilà, qui propose quelque chose de vraiment nouveau. Donc je pense que c'est chaque parti politique, s'il veut avoir une chance de gagner, doit aussi aujourd'hui proposer une vision, proposer un récit. Je pense que c'est ça Proposer un qui va récit. Ça, c'est très primer, intéressant parce que voilà, nous, qui on va a déjà primer pour les utilisé ce électeurs. terme de récit en disant que ce qui comptait dans les élections présidentielles, surtout, c'était le récit. C'est ce qui fait n'importe quel candidat peut
atteindre le second tour et peut-être la présidence au final. Le récit, Tout à c'est ce qui fait. a fait que Macron C'est est ce qu'a fait devenu Macron Macron. il y a 5 ans. Exactement. C'est ce qu'a fait Trump au même moment aux Exactement. États-Unis. On est totalement C'est ce d'accord. qui est en train d'essayer de faire Zemmour aussi. Mais un récit que je combats, mais voilà. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on doit faire. Porter un récit différent de rupture écologiste, de justice sociale, etc., quoi. Et alors, je suis obligé de poser la question, est-ce que Jeannot peut porter ce récit? Ah Est-ce que... bah oui, Ouais. sinon je ne serais pas là. Bah écoute, bah, c'est Je- génial. Hein, Voilà, écoute, on attend dans ces cas-là le récit Jadot. Et bah écoute, on te retrouvera pour la prochaine émission donc sur l'Union de la gauche tout et on à te fait. remercie d'avoir été présente aujourd'hui. Pas de problème, c'était un plaisir. Bah, pour nous aussi, c'était un plaisir. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci. Merci Alice. Merci. Alors, bonsoir Tristan. Bonsoir. Alors, donc, tu es militant chez Les Républicains. C'est ça. Et donc, nous avons le plaisir ce soir de t'accueillir pour te poser certaines questions concernant les présidentielles de 2022. Où en sommes-nous actuellement? Que peut-on tirer comme conclusion de la situation actuelle? Alors, je débute rapidement mes questions en te demandant qu'est-ce qu'on peut attendre donc du congrès qui a été annoncé tout récemment de la droite, choisi à la place donc des primaires, un modèle qui avait été quelque peu difficile et défaillant aux dernières élections. On attend, enfin, moi, en tant que militant Les Républicains, j'attends énormément de choses de ce congrès. Déjà, dans un premier temps, forcément, un candidat, un candidat aux élections présidentielles. J'attends, si vous voulez, un débat d'idées parce qu'on a à l'heure actuelle plusieurs candidats, que ce soit Michel Barnier, Valérie Pécresse, Éric Ciotti ou Philippe Juvin. Ils ont tous un programme, des idées, je pense, très intéressantes dans différents domaines. Et j'attends donc qu'il y ait un débat apaisé et qu'on en sorte, si vous voulez, plus fort de tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment attendre une droite, on va dire, une droite classique, forte, après ce congrès qui aura vraisemblablement aussi accueilli des candidats qui sont sortis de votre parti? Effectivement, on a des candidats, voilà, comme tu le dis très bien, comme Valérie Pécresse. Mais si vous voulez, en l'occurrence, c'est plus, je dirais, une famille agrandie, une famille politique agrandie. Valérie Pécresse a par exemple toujours gardé des liens forts avec les Républicains dans sa région Île-de-France. Au régional, elle avait de nombreux républicains sur sa liste. Et je pense qu'elle partage les mêmes valeurs que nous. Elle a choisi en 2019 de faire cavalier seul, de lancer son mouvement, mais elle a compris qu'il fallait déjà rassembler sa famille politique avant de se présenter à une élection présidentielle, et c'est tout à son honneur. Et elle a décidé donc de se plier aux règles des Républicains, et on est très heureux de tout ça. Alors, j'ai eu l'info tout à l'heure qui m'a intrigué, on va dire, parce que à droite, donc, vous avez aussi le candidat Michel Barnier, hein, qui souhaite aussi se présenter et donc être vainqueur de ce congrès, et qui veut créer donc un ministère de la sécurité publique. Alors ça, je t'avoue que je n'ai pas bien compris ce dont il s'agissait. Effectivement, il a annoncé ce matin dans Figaro, mais c'est vrai que je n'ai pas non plus plus d'infos. Je pense que dans les prochains jours, il explicitera son propos et il montrera pourquoi il en vient à cette idée-là. Mais en l'occurrence, c'est vrai que voilà. Enfin, je veux dire, c'est un ministère de l'Intérieur revisité. En fait, oui, justement, il faut qu'il explicite et qu'il détaille, en fait, si vous voulez, ce qu'il veut intégrer dedans. Donc, on verra ça dans les prochains jours. Qui voulait intégrer la gendarmerie, mais je me demande si c'est pas déjà fait depuis quelques années déjà. La gendarmerie, mais aussi, il me semble, les services pénitentiaires. Les services police, gendarmerie, services pénitentiaires, ouais. On va voir exactement. En fait, je pense qu'il a quand même mûrement réfléchi avec ses équipes et que ça sort pas de nulle part. Ce matin, il a été assez exhaustif dans le Figaro. Où, voilà, vous connaissez forcément le format d'une interview. On peut pas rentrer dans les détails, en fait. On n'est pas c'est pas un livret un livret de propositions. On va attendre dans ces cas-là plus de détails concernant cette petite précision. Alors, j'en viens tout de suite à ma prochaine question. La sécurité à droite, pour vous, actuellement, est-ce qu'elle a vraiment une importance autant pour Valérie Pécresse que pour Xavier Bertrand, sur lequel nous reviendrons quand même un petit peu, que pour Michel Barnier et comme pour tous les autres?
En fait, je pense que c'est pas précisément, spécifiquement un candidat que c'est important. C'est pour tous les Français. Enfin, on l'a vu, je pense, en quelques années, la situation s'est dégradée. Vous pouvez, enfin, dans les grandes villes, que ce soit par exemple à Lyon, à Paris, Marseille ou même dans des plus petites villes, si vous voulez, où il y a des endroits où vous n'êtes plus simplement sécuritaire, vous êtes en plein centre-ville. À Lyon, moi j'ai été pendant 6 mois à Lyon là, cette année. Il y a un quartier de Lyon qui est juste à côté de la mairie, où même une adjointe de la mairie de Lyon l'a dit non, je n'y vais pas trop là-bas. Non, c'est pour vous dire. Oui. C'est pas, si vous voulez, spécifique à Xavier Bertrand ou à Valérie Pécresse. Non, ça doit être pour tout le monde, que ce soit de Emmanuel Macron à l'extrême gauche ou l'extrême droite. Hein. Moi, si vous voulez, en plus, c'est quelque chose qui m'importe un peu plus parce que mon père est policier. Donc, j'ai vu ce que c'est que la sécurité, je vois ce que c'est que le manque de moyens de la police, des manques de moyens de la police et de leur travail, si vous voulez, qui n'est pas continué par la justice, en fait. Donc, non, je pense que c'est une des priorités des Français à l'heure actuelle. C'est tout. Voilà, la réalité des faits, en fait, la réalité des faits impose. On peut plus vivre tranquillement aujourd'hui. Est-ce que aussi c'est pas une stratégie pour continuer d'exister à une époque où vous avez du mal à exister, tout simplement. Je veux dire, vous êtes un peu dépassé, dans le sens où on a eu la précédente militante qui était une militante, je crois, dans nos générations, on a parlé du PS. Et le PS, en fait, au final, va peut-être se faire avaler, si je puis dire, par Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous soyez dépassé par le RN ou même ou Zemmour? Bon, pour répondre juste sur le domaine de la sécurité, c'est quand même, je trouve, un des enjeux, une des thématiques qui a été portée par les Républicains depuis quand même un certain nombre d'années. C'est pas récent, c'est pas c'est pas nouveau. On n'est pas en train de s'occuper de ça cette année. Après, effectivement, il y a un risque, voilà, avec le Rassemblement national et maintenant Éric Zemmour. Je pense pas qu'il y ait un risque de se faire avaler. Je pense que il y a un électorat qui n'est pas, si vous voulez, qui n'aime pas forcément l'extrême droite, qui n'est pas attiré par Emmanuel Macron et qui va toujours donc il y a toujours une offre politique, si vous voulez, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc ça va subsister. Le risque, c'est simplement que la droite, si vous voulez, si vous voulez, s'aborde, tout simplement. Moi, j'aimerais bien savoir. L'auto-sabordage. Avec la multiplication. Oui, comme fait la gauche depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on met une dizaine de candidats. Puis voilà, on voit la gauche à l'heure actuelle, ils font quoi, 30% cumulés, mais il y a 4, 5, 6 candidats. Donc, c'est assez problématique. L'auto-sabordage, très bonne question. Et je vais embrayer sur une nouvelle question. Est-ce que les élections présidentielles sont celles qui vous importeront le plus en 2022 ? Est-ce que les élections législatives ne sont pas plus importantes à vos yeux? Et peut-être les deux? Les deux sont très importantes. Évidemment, les deux sont très importantes. L'une va sans l'autre. Bien sûr. Ouais, c'est ça. On connaît la grande théorie politique qui dit que celui qui gagne les présidentielles est le candidat favorable, même aux élections législatives. Son parti sera porté et sera majoritaire. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais est-ce que concrètement, vous avez autant une stratégie présidentielle actuellement qu'une stratégie législative? Ou est-ce que vous centrez tout sur les présidentielles et ensuite on verra? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en 2017, il y a eu un raz-de-marée de candidats en marche qui n'étaient pas forcément bons, qui étaient amateurs, qui arrivaient en politique, qui étaient même parfois qui arrivaient un peu nulle part. Et on s'est retrouvé avec une grosse majorité de députés en marche, qui a fondu petit à petit quand même. Qui a fondu, qui a eu perdu, je crois, une trentaine de députés, il me semble, en 5 ans. Et on sait très pertinemment que l'année prochaine, il y aura la majorité, si Emmanuel Macron gagne, sa majorité sera amoindrie. Il y a clairement quelque chose à faire, il y a une ouverture. Et cette année aussi, l'agenda, on a l'élection présidentielle finalement qui est beaucoup plus tôt. Donc on a 2 mois de campagne entre l'élection présidentielle et législative qui se fera au mois de juin. Donc forcément, ça rabat les cartes. Et il y a une vraie stratégie à avoir aussi sur législative. C'est ça. Que l'on gagne ou que l'on perde la présidentielle. Et ça, c'est bien d'accord. Alors, dernière question, et ensuite on te laisse, vaquer à tes occupations. Les élections de 2022, pour toi, c'est la question que je pose un peu à tout le monde, est-ce que ce sont des élections plutôt de la rétrospective ou plutôt de la prospective?
dans le sens où est-ce que ça va être en quelque sorte le procès de ce qui a été fait par les différents partis les 5-10 dernières années, ou est-ce que ça va être vraiment un projet à porter qui va être subséquemment le plus important dans cette élection de 2022? Faut clairement pas oublier son histoire, faut pas oublier ses erreurs. Il faut être humble et reconnaître que par le passé, quand on était au pouvoir, on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait et on l'a payé par la suite. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est au pouvoir. On nous reproche encore des choses qu'a fait Sarkozy en 2008 ou 2009. Bon, on a compris maintenant. Ça fait une dizaine d'années. Mais néanmoins, le pays va tellement mal sur tous les points, quand même. Que ce soit sur un point de la souveraineté, internationale, sur l'écologie, ça va tellement mal sur tellement de points qu'au bout d'un moment, il faut aller de l'avant. Il faut créer un vrai programme et aller de l'avant, c'est tout. Il faut travailler pour la France. Si vous voulez, moi, je le dis clairement, il faut sauver la France. Sauvons la France. Bon, là, pour le coup, tu me fais penser au slogan de Dupont-Aignan, Sauvons la France. C'était pas du tout fait exprès. je sais, mais là, du coup, je suis obligé, désolé. J'y pensais plus du tout. Mais, je sais pas s'il sera candidat, mais oui, écoute. Non, il faut vraiment porter. Et puis aussi, les Français ne croient plus du tout en la politique à l'heure actuelle. On l'a vu pour les élections locales, avec 30% de participation. Les Français se désintéressent de ça. Ils se désintéressent de la politique et même, je pense, pour certains, de ce que peut faire la France. Et il faut leur proposer quelque chose de concret. Et dire, voilà, on vous propose ça, on va faire tout ça ensemble. Et on va redresser, en fait, on va redresser la France et on va vous respecter, tout simplement. D'accord. Respecter la France et respecter les Français. Écoute, je te remercie. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est nous qui te remercions d'avoir pu participer. En plus, tu as l'air d'être au travail. Donc, vraiment, merci. Écoute, j'espère qu'on pourra te retrouver pour une prochaine émission. Donc, sûrement sur les présidentielles, encore une fois, parce qu'on va faire un petit point assez souvent sur ce sujet, évidemment, parce que pour suivre toute l'actualité et suivre toutes les différentes péripéties que ces élections vont présenter. Et donc, j'espère qu'on pourra te retrouver. Oui, ça sera avec plaisir. Voilà, je suis disponible. Vous m'invitez quand vous voulez. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée. À vous aussi. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Alors, bonsoir Tomek. Bonsoir. Donc, nous t'accueillons ce soir dans le but de parler quelque peu des élections présidentielles de 2022. Où en est-on? Alors, tu es tu es militant pour LFI. Je ne m'abuse. Et donc, ça va être un plaisir de te poser quelques questions concernant l'état actuel de votre parti. Alors, première question, j'attaque de front. Mélenchon, depuis maintenant une dizaine d'années, semble être le candidat naturel à la gauche des gauches du spectre politique. Mais cela fait 10 ans maintenant qu'il peaufine son programme, mais est-ce qu'on doit attendre aujourd'hui des innovations politiques dans son programme? Alors, déjà, premièrement, pour ce qui va être du commentaire vis-à-vis de la gauche des gauches, en vérité, nous, on ne se considère pas comme étant la gauche de la gauche, on se considère comme étant la gauche du PS qui, on pense, avec le quinquennat d'Hollande, a clairement fait sa mue libérale. D'accord. Pour nous, nous représentons, si vous voulez, la droite lignée de ce qu'est la gauche socialiste jaurétienne de France. Voilà. On se place dans cette lignée-là. Pour ce qui est des innovations du programme, en vérité, depuis 2017, le programme a été assez bien rodé. Il a été construit dans une perspective de discussion avec les associations, les experts en fait, de la société civile en la matière, que ce soit sur les questions sociales, questions dites sociétales, les questions de logement, les questions d'écologie, etc. Donc là, actuellement, on opère et on est en train de finaliser, d'ailleurs, en ce moment, le programme final va sortir dans 2 semaines, je crois, une semaine. Ah, très intéressant, dans 2 semaines. Enfin, globalement, on a une convention qui va arriver, c'est un peu l'équivalent du congrès. Oui, mais c'est super intéressant parce que ça va être le moment de voir vraiment où il en est au niveau de son programme. Du coup, moi, je n'y ai pas encore accès, je vous avoue ça tout de suite. Mais ce que je sais, c'est que globalement, ça va être un approfondissement et des détails plus précis sur le programme qu'on a déjà réalisé en 2017. On ne part pas d'une nouvelle base, on part de ce qu'on a déjà fait. C'est un programme qui a réuni 7 millions de votants. Donc, on pense que c'est une bonne base sur laquelle… Très gros score, pour la suite. Très gros score, dernier. Très, très gros score.
Alors, pour revenir une seconde à la gauche des gauches, parce que c'est vrai que tu m'as fait remarquer que le terme était peut-être un petit peu abusif. Alors, on va avoir toute une émission consacrée à l'union de la gauche. J'espère que tu pourras en faire partie. Hein. Elle sera, j'espère, riche en débats, riche en idées. Mais là, pour le coup, c'est vrai que, on va dire, dans le spectre politique, vous êtes, on va dire, le parti le plus, comment dire ça, droit dans vos bottes, c'est-à-dire au niveau de vos idées politiques, hein, c'est-à-dire que vous restez, on a des grandes lignées qui ne dérivent absolument pas depuis maintenant, ouais, comme tu l'as dit, à peu près 5 années, où là, on est assez droit. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé concernant, je vais dire, les innovations que vous avez pu mettre en place. Cette année, Mélenchon a opté pour un parrainage citoyen avant de se présenter. Ça, pour le coup, c'est une innovation. Pourquoi ce parrainage citoyen? Est-ce que tu as des informations sur ça? On avait déjà fait une opération un peu similaire en 2016, il me semble. On avait demandé à ce que les gens parrainent la candidature de Mélenchon. Là, on a réopéré l'opération, déjà pour deux raisons. La première, c'est celle qu'on essaie de mettre en avant, le fait que, selon nous, il faut plus de démocratie dans le pays. Et c'est pour ça qu'on a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi disant que n'importe qui pouvait se présenter à l'élection présidentielle à partir du moment où il récoltait 50 000 parrainages. C'est une reprise d'une loi que Jospin voulait mettre en place et qu'il n'a pas mise en place. Donc, c'est déjà un symbole aussi, par ailleurs, faire une référence aussi à une figure historique de la gauche, historique malheureusement, mais enfin, on y arrive en tout cas malheureusement, qui a été celle de Jospin, et aussi pour un peu couper l'arbre sous le pied, il faut le dire, hein, en termes stratégiques, voilà, aux autres partis de gauche qui disaient « mais vous n'avez aucune légitimité, vous ne représentez que vous-même ». Moi, j'ai constaté qu'aujourd'hui, aucune, que ce soit les Verts avec leur primaire, que ce soit la primaire populaire, personne n'a réussi à avoir le nombre de signatures que nous, on a eu avec simplement la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire couper l'herbe sous le pied. Et couper l'herbe sous le pied, on a l'impression qu'il continue à vouloir le faire, donc M. Mélenchon, avec les nombreux débats qu'il est en train de mener, les nombreuses apparitions télévisées, et notamment, donc on a eu le gros débat avec M. Éric Zemmour, et juste après, M. Mélenchon, qui je ne sais plus sur quelle chaîne, a proposé un débat à Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est la nouvelle stratégie politique choisie par le parti en vue des présidentielles, cette idée de débattre avec tout le monde pour essayer de se rendre quelque part légitime et de vaincre les idées qui s'opposent à vos idées? Effectivement, en fait, dans le débat, je pense qu'on préfère ça dans la mesure où au moins on sait, enfin en tout cas les citoyens savent où est-ce que les gens se placent. Parce que quand on est en place de télé face à des journalistes, et c'est un exercice qu'on fait régulièrement, qui est nécessaire, on se rend compte qu'il y a une petite doxa, une petite musique qui revient un peu régulièrement et qui nous est rarement favorable, et que tous les journalistes vont répéter de manière plus ou moins différente, sous couvert de neutralité, sous couvert d'objectivité. Je ne suis pas en train de dire qu'ils mentent tous. Simplement, ça nous embête un peu que leurs questions, qui selon nous sont politiquement orientées, d'une manière ou d'une autre, soient considérées comme neutres. Au moins, dans le cadre d'un débat, on sait où est-ce que les gens se placent entre Mélenchon et Zemmour, on sait très bien quelles sont les différences, et donc les propos qui sont tenus, c'est aux citoyens de se dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et il me convainc, il ne me convainc pas ». Au moins, on sait où est-ce qu'on se place. Mais aussi, pour ce qui est de Zemmour, l'idée, c'était également de montrer vraiment, de prendre un vrai candidat, un vrai politique qui avait le courage de monter au créneau pour l'affronter, alors qu'on savait très bien qu'il allait être candidat, enfin, il va être candidat, qu'il était en train de monter, et qu'il fallait quelqu'un pour montrer qu'il y avait un problème et qu'il ne suffisait pas de juste dire non, mais c'est de la merde, c'est une honte. Non, il faut y aller. Au bout d'un moment, les idées d'extrême droite sont installées malheureusement dans le paysage politique depuis des années en France. On a des gens même qui viennent, selon nous en tout cas, plutôt de la gauche, en tout cas historiquement, qui commencent à reprendre certaines thématiques d'extrême droite. Donc, on ne peut plus juste se voiler la face. Voilà, oui. On y va. Et c'est pareil pour Macron également, c'est le président de la République. Il va être dans les mois qui vont précéder l'élection, il va devoir prendre des décisions qui vont impacter la France pour les années à venir, notamment en termes de politique étrangère. Et c'est sur ça qu'on veut débattre, parce que non seulement on a un programme qui est radicalement différent du sien, et on veut que les Français puissent aussi s'emparer de la question, parce que c'est des choses que
En tout cas, j'ai l'impression que dans les médias, quand on en parle de manière un peu caricaturale, sur la même manière. Voilà. Très intéressant ce que tu dis, très intéressant sur les politiques étrangères. Oui. Là, pour le coup, je pense qu'on va tourner totalement une émission sur les politiques étrangères et sur la France et ses politiques à l'international, parce que c'est quelque chose qui est éminemment intéressant, éminemment important, et surtout, comme on a pu nous dévoiler la crise, peut avoir un impact énorme, hein, quand on regarde toutes les difficultés qui ont été observées à l'international. Je pense que là, on a vraiment des choses à faire. Alors, est-ce que Thomas, tu as des questions? Oui, j'en ai quelques-unes. Alors, ça remonte un petit peu, mais Thomas, tu as dit que vous aviez eu plus de signatures que les autres partis pour votre parrainage. Vous avez eu combien de signatures? Parce que moi, je m'étais arrêté au fait que vous en avez eu comme un truc comme 100 000 ou un truc comme ça. Non. Là, actuellement, aujourd'hui, on en est à 250 000, enfin un peu plus. 200. D'accord, ok. Et D'accord. on a atteint les 150 000 en quelques jours, quand on a lancé le truc. Ok, d'accord, donc ok, c'est bien plus que les autres partis. Aussi, donc tu parlais notamment de politique extérieure, mais enfin, c'est un petit peu tôt parce que comme tu as dit, vous n'avez pas encore votre programme. Est-ce que tu as déjà quelques lignes directrices du parti à ce propos? Du mouvement. Je suis dans un parti, mais De ce mouvement, pardon. je pourrais remonter les différences entre un parti et un mouvement si vous voulez. Je sais que alors ça, c'est une autre émission, ça peut être très intéressant. Pour ce qui est de la politique étrangère, bon, alors, déjà globalement, la chose la plus urgente à faire et qui nous rappelle le contrat du siècle, comme tu disais, c'est celle de l'OTAN. Nous, on considère qu'il faut absolument sortir de l'OTAN de manière générale. Parce que, en fait, on est tributaire du coup d'une politique étrangère qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas souverain de ce qu'on fait avec nos diplomates et ce qu'on fait de manière générale avec nos armées. On est tributaire finalement du commandement qui est généralement poussé par les États-Unis. Nous, on souhaite être indépendants. C'est un peu le mot d'ordre, le mot-clé de notre programme en termes de politique étrangère, c'est le fait que la France retrouve son indépendance. En termes de ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très, très intéressant parce que, tu vois, par exemple, moi, je posais la question un peu plus tôt à Thomas concernant l'Europe et la France, sujet qui, j'ai l'impression, a été quelque peu oublié. Alors, en 2017, on était beaucoup porté sur la souveraineté ou l'intégration entière à l'Europe. Et là, qu'on regarde à droite ou à gauche, cette question est un peu absente. J'ai l'impression. Après, c'est uniquement mon impression. Là, tu me parles de souveraineté, on va dire, diplomatique. Et cette question, est-ce que pour toi, elle est liée à l'Europe? Est-ce que vous avez une vision nouvelle de votre programme d'un point de vue européen? Si on parle de politique étrangère, dans les faits, l'OTAN et le projet de défense européenne, c'est des projets qui sont liés. Malgré ce que peuvent dire pas mal de libéraux, ce qu'on appelle les Eurobéas sur la question de la défense européenne, on sait très bien qu'au vu des intérêts des différents pays qui la composent et de la manière dont ils réagissent par rapport à l'OTAN, on sait qu'en fait, le projet de défense européenne va s'inscrire dans une droite lignée atlantiste. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaite en sortir. Par rapport à l'Union européenne de manière plus générale, si c'est ça la question, notamment démocratique, etc., et la question de souveraineté populaire. C'est les deux sont liés, donc oui. On se lève depuis des années. En effet, on est pour déjà pour une désobéissance au traité européen, mais sur la question économique notamment, parce que nous, la différence que je pense qu'on peut faire avec le PS et avec d'autres partis de gauche du gouvernement qui précédaient, c'est que on dit des choses et on souhaite pouvoir les réaliser et on souhaite montrer comment est-ce qu'on va les réaliser. Notamment, on souhaite avoir une dépense publique beaucoup plus importante. C'est des choses qui sont un peu impossibles, en tout cas très compliquées dans le cadre des traités européens. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pas juste on veut sortir des traités pour sortir des traités. Non, on veut sortir des traités pour pouvoir appliquer notre programme. On veut se faire élire pour appliquer un programme. Si on peut l'appliquer, on va pas se faire élire. Oui, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'on dit tout de suite, parce qu'il y a des urgences aussi, qu'elles soient écologiques et sociales, on va directement désobéir au traité. Ça nous servira de base pour opérer un rapport de force dans le cas de négociation, de la renégociation des traités européens. Pour dire, voilà, on a déjà désobéi sur tout un tas de choses, parce que c'est des questions cruciales. Maintenant, par contre, on est parfaitement prêt à négocier pour voir comment est-ce qu'on peut sortir par le haut de cette affaire-là. Nous, on n'a pas le temps d'attendre sur toute une série de questions, mais en revanche, on est parfaitement prêt à discuter, à négocier. Voilà, c'est ça. Très intéressant. Bah écoute, très intéressant. Merci pour cette précision.
Alors là, je coupe court à ce débat, on va dire un petit peu porté sur l'aspect international, et je vais être un petit peu bête et méchant, mais il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est donc Monsieur Mélenchon qui a déclaré abstention piège à con. Alors, on imagine forcément que voter à droite aussi est un piège à con, en quelque sorte. Je vais dire ça, mais c'est méchant. Mais abstention piège à con, est-ce que ça veut dire que voter à gauche, c'est le seul vote intelligent? Non, ça, il l'a dit en fait dans le cadre, si je me souviens bien, de son meeting aux Amphis à Valence. Exactement. En fait, il expliquait que en fait, plus les classes populaires votent, plus nous montons dans les sondages, plus nous avons un meilleur score, en fait, de manière générale. Et lorsque les classes populaires ne votent pas, notre score s'effondre. Ce que nous considérons, et on le dit parce que sinon on ne se présenterait pas, c'est que nous avons le meilleur programme, on a les meilleures solutions. J'espère que tous ceux qui se présentent le pensent. Voilà. Sinon, bon. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que les gens peuvent être tentés, et par ailleurs, j'ai moi-même été abstentionniste sur une série d'élections, peuvent être tentés de s'abstenir. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on propose des solutions politiques à leurs problèmes. Et que de ce fait, l'abstention ne va servir que ceux qui sont déjà au pouvoir ou que l'électorat de ceux qui votent déjà. Que les partis dont l'électorat vote déjà. C'est-à-dire notamment, de ce fait, l'électorat plus âgé, qui vote généralement à droite, et dont la d'ailleurs récente enquête de Frédéric Diaby de l'IFOP dit qu'il pèse 1,4 fois plus que le reste de la population. Tout à fait. Ce qui est incroyable. Et alors là, pour le coup, quand j'entends cette phrase, je me dis, alors il y a deux temps. Un, oui, en effet, il veut dire aux Français qu'il y a peut-être une autre solution à l'abstention, mais il y a un contre-coup qui est, si vous n'arrivez pas au second tour, abstention ou pas? C'est une question déjà auquel on a envie de répondre, je pense qu'on ne répondra évidemment, pas avant très longtemps. Évidemment, j'entends totalement. On souhaite être au second tour. Évidemment, c'est normal. On ne va pas commencer déjà à envisager la défaite. Non, c'est normal. On peut vous expliquer la raison de pourquoi est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait en 2017, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ni à voter Macron, ni à s'abstenir. En revanche, je ne pourrais pas répondre à la question de qu'est-ce qu'on fera, parce que je ne le sais pas, même si moi je sais ce que je pense faire. Ça, c'est mon avis personnel. Et surtout parce que c'est un cas de figure qui, pour nous, ne va pas arriver. Bien sûr. Si tu veux, moi, c'était plus dans l'optique de dire, est-ce qu'on peut encore dire de l'abstention que c'est un piège à con? Mais on ne dit pas l'abstention c'est un piège à con de manière générale. Non, c'est-à-dire que nous, on respecte parfaitement le fait que les gens se soient abstenus dans le second tour en 2017. Totalement. Nous, ce qu'on dit, c'est quand il y a une offre politique qui peut changer, qui est assez large pour réunir l'ensemble des idées politiques, s'abstenir n'a pas grand intérêt. C'est vrai, je voulais vous taquiner un petit peu à ce niveau-là, si tu veux. Et vous taquiner pour aussi arriver, donc on n'a pas encore beaucoup de temps, mais pour aussi arriver à deux petites questions. La première, le vote blanc. Le vote blanc et le vote populaire, c'est-à-dire le référendum populaire. Est-ce que c'est encore aujourd'hui d'actualité, et est-ce qu'on peut encore attendre de vous qu'il y ait toute une ligne directrice concernant tout cela? Par rapport au vote blanc, oui, on est pour la reconnaissance du vote blanc. Je sais, c'est pour ça. Vous êtes peut-être, peut-être le seul parti, je ne suis pas certain. Il faudrait que j'aille vérifier, mais c'est très intéressant pour moi, ça. Et pour ce qui est je pense que tu parles du RIC, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, évidemment, c'est d'actualité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un problème, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est-à-dire que les décisions ont été prises par le Conseil de défense d'Emmanuel Macron, les grèves, on a vu les gilets jaunes, enfin voilà, et surtout qu'il y a un problème aussi de représentativité. C'est-à-dire que nous, non seulement on est pour le RIC, mais on est également pour la révocation des élus. C'est-à-dire que n'importe quel élu de France, du plus petit échelon, entre guillemets, au plus grand, puisse être révoqué à partir du moment où un certain nombre de signataires ont été obtenus. Et dans ce cas, il y a un nouveau vote pour savoir une nouvelle élection en général. Très bien. Donc ça, c'est des questions de reprise de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas quelque chose, c'est pas simplement une constitution et un truc vide. Ça se vit, ça se travaille, voilà. Donc, si on ne fait pas vivre la démocratie, si les décisions se prennent, si on vote tous les 5 ans et que tous les 5 ans on choisit entre des gens plus ou moins sympathiques et que le reste du temps on fait rien, est-ce qu'on est vraiment une démocratie? J'entends bien. Et
Alors, est-ce que Thomas, tu as encore une question ou je peux directement aller sur la dernière question? Non, tu peux tracer. Eh bien, parfait. Alors, dernière question, Tomek, question qui, pour moi, est assez importante. Est-ce que les élections de 2022 sont des élections de la rétrospective des 5-10 dernières années, de ce qui a été fait, porté par les différents candidats, ou c'est vraiment une élection de la prospective, le projet que vous portez et les idées qui sont à venir? À ton avis, pour vous, à gauche? On a quand même adapté notre logiciel. C'est-à-dire qu'on reprend évidemment des choses qui datent d'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on a repris des choses qui venaient du programme L'Humain d'abord de 2012 qu'on avait fait avec le Parti communiste français. C'est une évidence. Mais c'est aussi l'achèvement de toute une évolution, une manière nouvelle de penser la politique et avec des nouvelles connaissances, notamment qu'on a sur la question écologique. Moi, je dirais qu'elle est du coup plutôt prospective dans la mesure où certaines décisions, par exemple le fait qu'on souhaite investir 100 milliards d'euros dans la bifurcation écologique, c'est un budget énorme pour la France. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dit il y a 10 ans. Je pense qu'on n'aurait jamais dit ça comme ça. Ouais, je pense pas. Et qu'on aurait préféré allouer cet argent ailleurs, à plus d'aide sociale, que sais-je. Et on aimerait pouvoir le faire si on avait plus d'argent encore. Mais là, effectivement, on se retrouve dos au mur et on n'a plus le choix que de faire ces choses-là. Donc, non, pour moi, en tout cas, pour ma part, et je pense, je parlais aussi pour pas mal de mes camarades et des gens de ma génération aussi, le fait que je me retrouve aussi assez dans le terme d'éco-anxiété. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas encore conscience de ce que le réchauffement climatique va provoquer, de toutes les crises à venir. Donc, je dirais prospective pour nous, parce que nous, c'est ce qu'on souhaite, d'ailleurs, pour toutes nos mesures, instaurer, c'est la question de l'écologie. Et de ce qu'il faut absolument faire pour se préparer non seulement à limiter les effets du réchauffement climatique, mais aussi se préparer aux effets qui sont déjà là et auxquels qui vont arriver. Les inondations, etc. Il faut former la population. Les inondations, il faut former, il faut se préparer. Alors voilà, et je finis sur ça. Du coup, on est d'accord pour toi, les élections 2022 et la présence du candidat Mélenchon aux élections 2022 ne va pas être une présence basée uniquement sur ce que le parti représente, mais, enfin, le parti ou le mouvement, comme tu veux, ce que le parti ou le mouvement représente, mais ce qu'il va faire et ce qu'il va inspirer pour le futur et les générations futures. Mais ça ne peut pas être ce que le parti représente, ce que le mouvement représente actuellement, parce que sinon, déjà, on va perdre. C'est une vérité. Donc, on ne va pas se placer dans cette perspective-là. D'accord. Et oui, en fait, si on gagne, il y a énormément de choses qui vont changer. Moi, je pense que, et je ne dis pas ça pour on se la pète ou je ne sais pas quoi, mais je pense que si on gagne, on va peut-être aller vers une forme de crise dans le bon ou le mauvais sens du terme, en tout cas, même international. On est bien d'accord. Donc, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ben, écoute, je te remercie. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée et prends soin de toi et merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, salut. Bonsoir Victor. Bonsoir. Alors, on a le plaisir de t'accueillir ce soir pour traiter du sujet des présidentielles de 2022. Ouais, tout à fait. Et du fait de savoir où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Alors, toi, tu es donc militant chez Génération Z. C'est ça, tout à fait. Et donc, tu vas pouvoir nous parler de plein de péripéties qui ont lieu au moment présent. C'est génial. Alors, Yes. Là, aujourd'hui ou hier, Marine Le Pen a semblé ouverte à un débat avec M. Éric Zemmour. M. Éric Zemmour, grand phénomène du spectre politique actuel qui vient un petit peu, comment dire ça, fait du grabuge, quoi. On sent que là, tout le monde s'excite autour de sa candidature, à droite comme à gauche, au centre comme les abstentionnistes. On sent que vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette ouverture à un débat de Madame Marine Le Pen? Alors, j'en suis le premier surpris parce que elle a soutenu mordicus depuis des mois qu'elle ne débattrait pas avec Éric Zemmour. Il y a eu le feuilleton là, cet été
avec Robert Ménard qui avait joué l'entremetteur, qui voulait organiser un débat, elle a toujours refusé. Et là, bizarrement, étant donné que Zemmour vient de la dépasser, déjà que Zemmour monte depuis plusieurs semaines dans les sondages, il vient de la dépasser comme candidat potentiel au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Et là, comme par hasard, elle semble plus ouverte à un débat. Comme dirait l'autre, comme c'est bizarre. C'est très étrange, en effet. C'est très, très étrange. Et surtout que, comme tu viens de le préciser, on remarque qu'il y a une tendance qui s'inverse dans les sondages. Monsieur Éric Zemmour prend un ascendant considérable. Marine Le Pen on voit que là, c'est la dégringolade et ça pose vraiment des questions concernant sa future candidature. Mais alors, moi, la question que je peux te poser, c'est est-ce que Zemmour, dans ces cas-là, ne sera pas le grand méchant de ces élections présidentielles 2022? En fait, pour être tout à fait honnête, c'est déjà comme ça que tous les médias et toute la classe politique est en train d'essayer de le présenter. C'est-à-dire que on ne se focalise, enfin en tout cas les autres partis ne se focalisent uniquement sur les polémiques. Ça ressort les trucs soi-disant qu'il avait dit sur les femmes. Ça parle de Pétain, l'histoire des prénoms qui est vraiment une anecdote comparée au reste. Et on voit bien que tout est fait de tous les côtés politiques et notamment de la part du RN, ce qui est quand même assez étrange, pour diaboliser Éric Zemmour. Et c'est d'autant plus bizarre de la part du RN parce que le RN a été victime de cette même diabolisation pendant 30 ans. Et donc là, ils sont en train d'essayer de refaire exactement la même chose à Éric Zemmour, ce qui est quelque peu épicé, si tu veux. Mais totalement. Et alors là, je te pose la question. Est-ce qu'en diabolisant Éric Zemmour, Marine Le Pen n'arrivera pas peut-être à se dédiaboliser? Non, en fait, j'aurais pu te dire oui si Marine Le Pen avait montré des preuves de crédibilité depuis 5 ans. Le problème, c'est qu'elle en a montré aucune. Je pense toujours qu'elle s'est suicidée politiquement au moment du débat de 2017 et que depuis, elle n'a su que mettre des rustines pour éviter au navire de couler. Et on voit bien que à chaque fois, c'est de la réaction. Elle anticipe rien. C'est de la réaction. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment de la réaction. Les mots sont très durs. Oui, les mots sont durs, mais je pense qu'ils sont justes parce qu'on voit vraiment que c'est ça. Franchement, je te dis la vérité. Si Marine Le Pen avait montré des preuves de compétence et de crédibilité, cette dégringolade n'aurait pas eu lieu. Et Zemmour, tout aussi doué qu'il l'est, si elle avait été solide, Zemmour ne l'aurait pas grignoté à petit feu comme il le fait depuis 1 mois et demi. C'est fort probable. C'est fort probable. On peut même se demander si vraiment il aurait songé à la présidentielle si elle avait été solide. Ouais, exactement. Exactement, parce que à la base, d'ailleurs, il le raconte dans son dernier livre, ils entretiennent des relations pas amicales, mais tout du moins cordiales. Voilà, il raconte plusieurs anecdotes, ils s'entendent plutôt bien. Et d'ailleurs, Zemmour, s'il y est allé, s'il pense vraiment à y aller, c'est parce qu'il le dit lui-même, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre de crédible qui représente les idées de la droite. Alors, s'il y avait eu un candidat crédible à droite, il aurait sans doute soutenu le candidat de la droite. Très probablement. Alors, est-ce que Thomas, tu aurais des questions? Oui, je voudrais aller à contrario de ta dernière question, comme d'habitude, c'était que Marine Le Pen, pouvait, toi, tu disais qu'elle pouvait se recentrer, se dédiaboliser grâce à Zemmour. Et moi, je demande si, au contraire, le fait qu'elle essaie de se recentrer, de se distancer, n'est pas sa mort politique, finalement. Puisque, au final, je viens de dire, le RN, ils avaient beau essayer de créer d'autres choses pour voter pour eux que l'immigration. Quand voter pour eux, c'était quand même à 90% pour des questions de sécurité et d'immigration. Et maintenant qu'elle veut même plus sortir de l'UE, de Schengen, de l'OTAN, et qu'elle tient des discours sur l'islam républicain, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement en train de couler le navire? Est-ce que ce n'est pas un suicide en direct? Totalement. Totalement. C'est-à-dire que le FN s'est forgé un électorat sur ces thèmes. S'il a attiré chez lui l'électorat ouvrier et les classes populaires, c'était sur l'immigration et sur l'insécurité. Et le problème, c'est que depuis 5 ans, depuis 2017, elle n'a fait que essayer tout du moins de se gauchiser, mais en tout cas de se centriser, en essayant d'aborder d'autres thèmes qui ne parlent absolument pas à son électorat. Et si le RN est dans la situation électorale dans laquelle il est aujourd'hui,
c'est en grande partie à cause des prises de position et des retournements de veste successifs de Marine Le Pen. Alors là, tu parles de quelque chose de très intéressant. Tu parles de retournement de veste et je reviens sur une question, on va dire que j'ai posée un petit peu en début d'émission concernant l'Europe. L'Europe, que Ouais. doit-on attendre? Que doit-on attendre Alors, de la candidature de Zemmour concernant l'Europe? Alors, sur la question de l'Europe, Zemmour, il a été, alors peut-être qu'il n'a pas été assez clair, mais en tout cas, Pour le ce coup, ce pas qu'il du a tout. dit. Alors, je vais essayer de clarifier. La position de Zemmour sur l'Europe, c'est il ne faut pas sortir de l'Union européenne comme les Anglais, il ne faut pas sortir de l'euro, parce que si on admet que l'euro a été une catastrophe, en sortir de manière brutale aujourd'hui serait encore plus catastrophique pour notre économie. Et à côté de ça, sur les directives européennes, le projet de Zemmour, c'est d'engager un bras de fer avec l'Europe, c'est-à-dire leur dire, écoutez, ce qui est dans l'intérêt de la France, les règles dans l'intérêt de la France, on les accepte. Celles qui ne sont pas dans l'intérêt de la France, on ne les appliquera pas. Et si vous venez nous chercher des poux dans la tête, eh ben, on ira au bras de fer. Et le truc, c'est qu'il joue sur le fait que si jamais la France dit vous nous embêtez, eh ben, très bien, on s'en va. Et il sait très bien qu'en brandissant cette menace, l'Europe s'écrasera parce que si la France quitte l'Europe, l'Europe n'existe plus. L'Europe s'effondre. Très bien, très intéressant. Et alors, là, je me pose une question parce qu'en effet, c'est la question qu'on peut se poser. Les soutiens de Philippot, Oui. est-ce que M. Zemmour va aller les chercher? C'est vrai qu'il a quand même été une figure de proue, par exemple, du mouvement contre le pass sanitaire, qu'il s'est imposé parmi d'autres, hein. Évidemment, il y en a eu plusieurs, mais il a eu une tendance à chercher les gilets jaunes et certains électeurs, enfin certains représentants, certaines personnes qui faisaient partie donc de ce grand mouvement des gilets jaunes, et peut-être à se les approprier il fut un temps. Est-ce que ces gens-là, qui peut-être pour une partie ont été des abstentionnistes, pour une autre ont été des gens qui étaient déjà politiquement engagés, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il va aller les chercher? Alors, très honnêtement, par rapport à Philippot, en tout cas, je ne pense pas qu'il va aller le chercher nommément. En fait, je pense il attend plus du bon sens de la part de ce bord politique. Il attend le bon sens qu'ils le rejoignent d'eux-mêmes. D'accord. Je pense que c'est plus ça, parce qu'effectivement, Zemmour, on lui a reproché parfois de pas assez parler de la crise sanitaire, du pass sanitaire, etc. Tout en sachant qu'il s'est prononcé contre l'obligation vaccinale et qu'il a dit que le pass sanitaire n'était pas une bonne idée. Sans pour autant s'y opposer frontalement, je l'admets volontiers. Mais c'est pas son cheval de bataille. Lui, il ne voit pas l'instant présent du Covid, etc., qui est au final quelque chose qui va disparaître d'ici quelques mois. Il pense vraiment à plus long terme et il pense aux vrais problèmes de civilisation qu'on traverse et au choc démographique qu'on va traverser. Mais je pense que dans sa tête, les gens comme Philippot et les soutiens de Philippot reviendront naturellement au moment de la présidentielle, se dirigeront vers quelqu'un comme Zemmour parce que c'est le seul qui porte vraiment les idées de la droite et du camp national. D'accord. Mais est-ce que c'est le plus intelligent de miser sur l'intelligence du camp national, quand on voit que, par exemple, Dupont-Aignan a dit qu'il se maintenait, alors qu'en plus, dans le livre, Dupont-Aignan avait dit que si Zemmour se présentait, il se désisterait. Alors, le problème, c'est que compter sur les politiques dont c'est le métier depuis 30 ans, comme M. Dupont-Aignan ou même comme Philippot, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a une belle carrière au RN, compter sur ces gens-là pour tenir leur parole, je pense que ça relève de l'utopie. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et puis parce qu'il y a aussi un appareil électoral à faire fonctionner pour eux. Monsieur Dupont-Aignan, s'il refuse de rejoindre officiellement Zemmour pour l'instant, c'est parce qu'il veut se maintenir dans sa circonscription de l'Essonne. Il y a aussi des logiques politiques. Mais je pense que si jamais, comme on l'espère, Zemmour arrive au second tour face à Marine Le Pen, là, il n'y aura plus le choix. C'est-à-dire que si ces gens-là n'appellent pas clairement à voter pour Éric Zemmour, voire le rejoignent, ils auront trahi toute leur carrière politique et tout leur combat politique. Alors là, tu viens de pointer du doigt quelque chose qui me semble essentiel. Tu as dit Dupont-Aignan, un politique qui est là depuis une trentaine, enfin peut-être une vingtaine d'années, mais une trentaine d'années. Ouais. Là, je te pose la question. Zemmour, Monsieur Éric Zemmour, serait-il le nouveau Trump à la française?
Oui, je pense que oui, avec à nuancer, c'est-à-dire que je pense que Zemmour est un Trump avec de la culture et de l'intelligence. Alors, Voilà, moi personnellement, j'admire le coup politique qu'a réussi à faire Donald Trump. En revanche, je n'aime pas beaucoup le personnage. d'accord. C'est que Ouais. même en pensant ce qu'on veut du personnage de Trump, il a réussi à faire quelque chose d'inédit aux États-Unis. C'est qu'il a réussi à se constituer un électorat à part. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne votent plus que pour lui et qui ne voteront plus que pour lui. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un risque avec la candidature de Éric Zemmour? Et derrière, est-ce que ce n'est pas un risque même pour la droite, on va dire la droite forte, post-candidature de Éric Zemmour, si celle-ci n'arrive pas à terme et qu'il n'arrive pas donc à atteindre la présidence et le plus haut poste Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que tu as raison. Le problème, c'est que si Zemmour est là où il en est et s'il a des soutiens populaires, parce que pour l'instant, il n'y a aucune figure importante, politique ou médiatique qui l'a rejoint, le soutien, il est vraiment populaire. Et oui, je pense que c'est un risque que les gens ne votent plus que pour lui. Mais si on en est là, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Trump, s'il s'est constitué cette base électorale, c'est parce que aux États-Unis, les gens étaient aussi désespérés de l'offre politique qu'on leur proposait. Et je pense qu'aujourd'hui en France, pour le camp de la droite et pour le camp national, on en est arrivé au même point. Il n'y a plus personne. Alors, Trump, en effet, comme tu dis, c'était cette personne qui venait contrecarrer, peut-être pas contrecarrer, mais voilà, qui se posait en situation d'alternative politique. Et surtout, c'était le candidat de l'anti-establishment en Amérique. Est-ce que Zemmour, sera le candidat de l'anti-parti? C'est-à-dire, les vieux partis en place, on essaye de s'en démarquer, on essaye de montrer qu'on est une nouvelle force. Je pense que oui. Après, il faut être honnête aussi, celui qui a dynamité les partis en place depuis 40 ans, il s'appelle Emmanuel Macron. Il l'a fait en 2017. On est bien d'accord. Ça, c'est la pure vérité. Ensuite, Zemmour, lui, il veut dynamiter les vieilles lunes et les vieilles rancœurs entre les partis de droite. Lui, la gauche, ils s'en fout. Ils voteront jamais pour lui et c'est pas son camp. Franchement, il s'en fout complètement. Donc, mais du coup, lui, il veut faire cette fameuse union des droites que lui réclame à grands cris depuis 20 ans et que je pense aujourd'hui les électeurs de droite et du camp national réclament absolument parce qu'ils désespèrent de ce qu'on leur propose. Je suis désolé, mais franchement, entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, franchement, on n'est pas gâtés. Ah bah, écoute, moi personnellement, je ne prends pas parti, et l'émission ne prend pas parti, mais c'est vrai que j'imagine que au sein de votre mouvement, ça doit être un petit peu le mot d'ordre. C'est le cas, mais c'est surtout parce qu'effectivement, d'un côté, on a des gens qui cherchent une candidature pour, au final, être nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron, et à côté de ça, une candidature, celle de Marine Le Pen, qui n'a aucune chance d'être élue. Et tout le monde le sait. Et au sein du Rassemblement national, même au sein du Rassemblement national, ils le savent. Donc, du coup, on est obligé de proposer une offre crédible, solide, avec un véritable amour de la France et de vraies propositions aux problèmes que nous rencontrons. J'en arrive à ma dernière question. Est-ce que, alors là, pour le coup, elle est un petit peu particulière, je l'ai posée à toutes les personnes. Est-ce qu'on peut attendre de cette élection de 2022 que ce soit plutôt des élections de la rétrospective et de ce qui a été fait, et notamment pour Monsieur Éric Zemmour, des différents, différentes péripéties qu'il a pu rencontrer, ses problèmes de justice, les polémiques importantes qu'il a pu avoir, ou est-ce que vraiment les élections de 2022 seront des élections de la prospective? Alors justement, très bonne question. Je pense sincèrement que ces élections de 2022 déjà sont les plus importantes qu'on ait jamais vécues depuis des décennies. Et je pense que ça sera véritablement les élections de la perspective entre Éric Zemmour qui donne une perspective, qui a déjà qui va donner une perspective de la France, une vision de la France, une véritable vision pour l'avenir, pour que la France redevienne la France, une nation forte au sein d'une Europe des nations,
face au mondialisme d'Emmanuel Macron, qui en fait veut diluer la France et sa culture dans un espèce de gloubi-boulga altermondialiste qui en réalité mènera à la destruction de notre pays. D'accord. Mais est-ce que tu penses sincèrement que tout ce qui a pu avoir, voilà, je veux dire, que ce soit l'historique de monsieur Éric Zemmour, que ce soit ce qui a été fait par monsieur Emmanuel Macron, ce qui a été fait par Mélenchon ces dernières années, ce qui a été fait par madame Marine Le Pen ces dernières années, est-ce que ça n'aura aucun impact ou est-ce que vraiment ça va porter, ça va avoir une importance toute particulière dans les voix et donc ces grandes élections que tout le monde attend de 2022, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives? Tout à fait. Je pense que ça va avoir un impact pour les candidats qui sont là depuis 30 ans. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, qui a un bilan maintenant, de 5 ans d'un quinquennat apocalyptique. Ça va avoir un impact pour eux. Éric Zemmour, ça n'aura aucun impact parce que lui n'a pas eu d'incidence sur la vie politique française. Il a écrit des livres, il a eu des émissions de télé, il a pu développer ses idées, mais lui n'a pas été aux manettes pour des lois ou pour la destinée du pays. Donc lui, il est blanc comme neige à ce niveau-là. Donc justement, lui, il va pouvoir arriver en disant, moi, j'ai mes idées, vous avez des casseroles derrière vous. Vous auriez pu changer les choses, vous ne l'avez jamais fait. Mais moi, alors, il y a un autre parti qui n'a pas d'historique aussi, et qui aussi est en train de faire une montée fulgurante, c'est ELV. ELV a joué, alors oui, aux européennes, ils ont fait illusion parce qu'ils ont joué sur le fait que la planète, l'avenir de la planète, de l'écologie, ça a une importance pour certaines personnes. Mais le problème, c'est quand on voit ce qu'ils en ont fait, les mairies tenues par les Verts, le coup du sapin de Noël, du Tour de France, etc. Je veux dire, ils se sont ridiculisés, décrédibilisés tout seuls. Et quand on voit ce qui s'est passé à la primaire des Verts, excusez-moi, enfin, Sandrine Rousseau, enfin, je veux dire, soyons sérieux. D'accord. Bon, bah écoute, très bien. Bah écoute, on te remercie d'avoir participé à notre émission ce soir. On te remercie pour cette intervention. C'était un vrai plaisir. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup, donc, moi qui vous on te souhaite une très belle soirée. Profite bien. Et peut-être à une prochaine fois, parce qu'on fera de nouveau des petits points, on va dire, assez fréquents sur donc cette présidentielle de 2022 pour savoir où est-ce qu'on en est. Eh ben, écoute, avec grand plaisir et merci beaucoup de m'avoir reçu. Eh ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, on est de retour avec toi, Thomas, et on a fini avec tous les invités de ce soir. Alors, la question qu'on peut se poser de façon intelligente, c'est que peut-on tirer des dires de nos différents militants politiques? Parce que de ce qu'on a pu comprendre à la fin, la question commune concernant la rétrospective et la prospective, ils sont tous dans une idée de la prospective plus que de la rétrospective. Ce n'est pas l'idée d'un parti qui a été en place, qui donc a contribué à bâtir une idée politique, c'est tous une idée on doit porter un projet. Et là, pour le coup, on se demande, est-ce qu'ils sont tous capables de porter un projet et d'en faire un récit, comme nous l'a si bien dit Alice dans un premier temps, en nous parlant de peut-être le possible récit Jadot? Alors, est-ce qu'ils sont tous capables de faire un récit? C'est une excellente question et on le verra dans les prochains mois. Clairement, pour moi, ceux qui, à l'heure actuelle, ont l'air d'avoir le meilleur récit, pour moi, c'est Zemmour et surtout les écolos. En fait, entre l'un, je simplifie, l'un, la planète va mourir et l'autre, la France va mourir. Chacun ont une sorte de grande prophétie, de grande apocalypse qui arrive. Donc un grand danger, en fait. Un grand danger, exactement. Et en fait, ce qui va être plus dur, c'était pour un vieux parti comme LR, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent mobiliser, je ne sais pas trop, on verra bien. Ils n'ont pas encore de candidat, donc ça ne sert à rien de se lancer là-dessus. Et pour Mélenchon, ça fait 2 fois de suite, on l'a déjà eu à 2 élections, donc en fait, quel récit va nous mobiliser? Dur à dire, parce qu'en 2017, il avait bien réussi à 2017, son récit était génialissime avec c'était génial. Toute la panoplie d'outils qu'il avait mis à sa disposition pour sa candidature. Enfin, je veux dire, on était sur quelque chose d'unique. Refaire le peuple, refaire la démocratie, tout était bien orchestré. Il y avait une communication de malade mental, je m'en souviens encore. Autant là, cette fois, sur quel pied va-t-il danser? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va nous sortir le
le récit de la créolisation et qui ça va exciter, je sais pas encore. J'entends bien, j'entends bien. Alors, deuxième question. Pour certains, on a l'impression que l'Europe est quelque chose d'important. Pour certains d'autres, ce n'est pas un des thèmes principaux de cette élection. Est-ce que concrètement, on peut attendre peut-être de Emmanuel Macron un nouveau récit, encore une fois, porté sur l'Europe? Parce que c'est ça qui l'avait fait gagner. Mais est-ce que vraiment, là, aujourd'hui, il peut encore se permettre de fonder toute sa stratégie sur ça? Parce qu'au final, là, on l'a plus, là. Bah, bonne question. J'ai l'impression d'être un peu obsessionnel à ce niveau-là, mais c'est vrai que, tu vois, quand j'entends Tomek nous expliquer qu'il y a vraiment une optique diplomatique à avoir, que là, chez Zemmour, on risque d'avoir une sorte de bras de fer assez intense. Évidemment que Europe Écologie Les Verts sont fondamentalement portés sur l'Europe, donc là, il n'y a aucune nouveauté. On ne s'attend pas à autre chose qu'à vraiment une grande politique européenne. Mais moi, ça me questionne quelque peu, tu vois. Ça, c'est qu'il y a un truc très important qui s'est passé récemment. C'est les élections allemandes. Merkel est partie. Et donc ça change complètement la donne parce que l'Union européenne n'est rien de plus que l'addition de la France et de l'Allemagne. Le reste autour, c'est de la décoration. C'est la France et l'Allemagne, c'est le sapin, et les autres pays, c'est les décorations. C'est pas plus que ça. Mais le truc, c'est que les élections allemandes, pour l'instant, il n'y a même pas de coalition. Donc, en fait, on ne sait pas encore ce qui va en sortir. On ne sait même pas si c'est le SPD ou la CDU qui va diriger. En plus, pour pas te mentir, je connais assez mal les candidats allemands. Je sais juste que Armin Laschet, finalement, est une sorte de continuateur de la politique de Merkel, relativement modérée. Et le SPD, alors. Donc, il faut en attendre beaucoup des élections allemandes, en fait, en même temps. Exactement. Je ne vais pas faire une section des candidats, mais il faut en attendre beaucoup. Et peut-être que Macron peut utiliser la faiblesse actuellement de l'Allemagne pour relancer tout simplement l'Union européenne, puisque Merkel a dit non à tous ses projets. Peut-être qu'il peut attendre quelque chose du prochain dirigeant allemand. Très bien. Et alors, on finira sur cette dernière question. Est-ce que ces élections 2022, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives, est-ce qu'elles annoncent en quelque sorte la fin d'une épopée? Parce qu'on a entendu dire M. Mélenchon que ce serait sûrement sa dernière candidature. Madame Le Pen, on peut s'attendre quasiment à la même chose. Surtout que là, toutes les cartes sont jouées pour que concrètement son poids politique disparaisse pratiquement. Hein. On est pratiquement sur la disparition de cette candidate. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin d'une épopée politique, d'une décennie politique où on avait ces grandes figures et même avec quelque peu Monsieur Macron qui était, on va dire, la fusion du parti classique de gauche, du parti classique de droite, hein, et qui au final lui aussi est en train de voir sa cote d'une popularité quand même quelque peu tomber malgré les sondages évidemment qui le placent en première position. Est-ce qu'est-ce qu'on doit attendre de tout ça derrière? Après tout ça. En tout cas, il y a bien un truc que j'ai compris en politique. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Parce que, c'est vrai que le PS n'est pas en très bonne position, mais par contre, LR, je me souviens qu'on avait déjà annoncé sa mort il y a 5 ans, mais même après l'ère Sarkozy, finalement, on avait déjà annoncé sa mort. Et finalement, est-ce qu'on peut annoncer la mort du RN? En tout cas, le RN est dans une seule position, parce que Marine Le Pen est en chute libre dans les sondages, alors sachant qu'elle fait toujours moins que ce qui est annoncé. Ils n'ont plus de militants, et pire que ça, le parti n'a plus de fric. Et ça, c'est gravissime. Donc, oui, le RN, possiblement. Peut-être que après que Macron ait dégagé le grand centre, c'est-à-dire le PS et LR, peut-être que ces élections vont mettre la fin aux partis plus radicaux. Peut-être que, parce que après tout, LFI n'est qu'un instrument taillé sur mesure pour la candidature Mélenchon, et s'il perd celle-là, ce sera aussi peut-être la fin de LFI. Donc peut-être que les radicaux vont disparaître que les partis radicaux vont disparaître après cette élection. D'accord, bah écoute, dans ces cas-là, on verra tout ça peut-être au fur et à mesure qu'on s'approche des élections présidentielles. Où est-ce qu'on en sera? Bah écoute, je te remercie Thomas. J'espère
que nos auditeurs ont pu profiter de ces instants et j'espère donc que vous avez peut-être pu avoir un aperçu des propositions politiques qui sont actuellement en place et des tendances politiques qui sont actuellement aussi en place. Et j'espère qu'on pourra retrouver pour un nouvel arrêt sur image pour voir où on en est par rapport aux élections présidentielles 2022. Thomas, merci pour ta présence tout le long de cette émission. Merci pour tes questions et l'on se revoit très bientôt dans Postscriptum, le commentaire qui est clair. Merci à vous.